Eh ben, bonjour à tous, bienvenue. Donc ici, on va parler de Green Supply. Donc avant toute chose, je vous propose qu'on se présente. Donc Apollinaire Binet, moi je suis Solution Lead en Sustainability. Donc concrètement, j'accompagne nos clients dans leurs enjeux de développement durable, que ce soit des enjeux intrinsèques à l'entreprise ou des enjeux légaux. Et du coup, avant de travailler chez Delaware dans ce rôle-là, j'étais au sein de direction RSE dans des groupes industriels ou agro-industriels tels que Somfy et Lactalis. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur le sujet de Green Supply, donc je suis à la partie Green, je vais faire la partie Supply. Je suis avec Mostafa, je t'en prie. Donc, Mostafa, je suis consultant senior chez Delaware. Je suis plus un spécialiste de la supply chain, notamment tout ce qui vient avec la planification et la production. Et à la base, je suis un consultant sur l'ERP Dynamics. Donc pour commencer cet atelier, moi je connais un peu Mostafa, je sais ce dont il va nous parler. On a discuté avant. Voilà, il y a tout un jargon chez Mostafa, donc je préfère que vous l'ayez aussi. Le premier jargon, c'est un acronyme qui s'appelle le VUCA. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Pas trop. J'imagine pas. Alors, ce serait bien que tu le présentes à tous. Alors, le VUCA, c'est un concept qu'on utilise pour décrire un environnement qui évolue dans un concept qui est plutôt instable et imprévisible. Donc c'est un acronyme en anglais, V c'est pour dire volatile, certains disent variable, incertain pour l'anglais certain, et complexe et aussi ambigu. Ambigu, on a des données qui sont peu claires, surtout à long terme, et du coup on a difficulté à suivre l'évolution et les tendances du marché. Alors pourquoi je vous parle de VUCA? C'est exactement parce que notre supply chain a passé d'un monde prévisible à un mode qui est VUCA. Le produit devient de plus en plus complexe. La chaîne d'approvisionnement est mondialisée. Par contre, les clients, eux, le délai de livraison, c'est je vais te livrer demain. Par contre, le contrôleur de gestion, alors là, la pression sur le stock. Et donc pour ça, justement, j'imagine qu'il y a des outils. Ouais. Donc tu me parlais de MRP1, MRP2, très bien. Donc moi, je m'interrogeais quand même de quand ils datent ces outils, parce que là, tu nous dis que c'est récent, que ça change. Oui. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de MRP et quelqu'un sait donner la date de quand cette méthodologie a été créée? Les premiers MRP, deuxième. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le MRP? Le MRP, c'est Master Requirement Planning, c'est la planification besoin en matière. Alors, on l'a enrichi par la suite avec la planification. On a intégré les ressources, que ce soit machines ou ressources humaines. Alors, effectivement, le premier date des années 70 et après 79, et puis le vide. Donc, et si on se base là-dessus, on ne va pas s'en sortir. Effectivement, on voit que c'est pas, il n'y a pas une évolution. En fait, les outils de planification MRP n'ont pas forcément suivi la complexité de la supply chain. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, cela ne fonctionne plus? Est-ce que tu pourrais me donner quelques limites? Effectivement. Les MRP a plusieurs limites. Je ne vais pas tous les citer aujourd'hui. Mais il faut savoir que les MRP, on est sur un flux poussé. Et si vous prenez aujourd'hui un produit avec un lead time, donc lead time c'est le délai qu'il vous faut pour approvisionner, fabriquer, c'est le délai global, donc ça familiarise avec ce terme. Et bien en fait si vous prenez un produit où le client vous demande d'être livré sur 3 jours, vous êtes aujourd'hui obligé de compléter avec des prévisions cette partie-là qui manque. Et du coup vous planifiez sur un horizon long terme. Donc on sait très bien que la planif sur la base des prévisions, les prévisions sont incertaines, donc ça nous génère des stocks qui ne sont pas forcément justes. Alors le deuxième problème, c'est l'effet Bol-Whip. Alors je ne vais pas en tarder, mais certains l'appellent l'effet coup de fouet ou l'amplification de signal. Mais qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une petite variation de demande. Et à chaque niveau de la supply, chacun va rajouter un peu. On va mettre un peu de stock pour sécuriser et on se retrouve avec un niveau de stock plus important. Ce qu'on voit qu'en fait, les MRP ne protègent pas la chaîne. C'est qu'il n'y a pas de protection dans cette chaîne d'approvisionnement via les MRP classiques. Et surtout, si vous avez une rupture de stock sur un composant, il sera tout de suite visible au client. Alors ça, c'est un schéma pour illustrer un petit peu le déséquilibre de stock que génère les MRP. Alors vraiment pour illustrer, on va avoir des produits qui sont très peu stockés, d'autres sont sur stock. Alors le schéma, c'est pour illustrer, mais ça va changer d'une entreprise à une autre. Donc oui, les MRP a quand même pas mal de limites. Effectivement. Alors j'imagine que, Apolline, que la mentalité côté RSE a beaucoup évolué entre les années 90 et aujourd'hui. Tout à fait. Donc, je vous rappelle que l'atelier s'appelle quand même Green Supply. Tu me parles de la supply, c'est sympa. Mais pourquoi green? Donc en effet, avant, on va dire il y a encore quelques années, toute entreprise avait pour objectif premier, et ça reste le cas encore aujourd'hui, hein, on n'est pas des ONG, on est des business, de créer de la valeur financière, donc du profit driven.
de plus en plus, on voit que les entreprises, elles rajoutent à ça un aspect qui est plus value-driven. Donc, comment est-ce que je crée de la valeur pour la société en tant que telle? Et justement, c'est le concept même de la RSE, donc qui est responsabilité sociétale des entreprises. Comment est-ce que, en créant ma valeur dont j'ai besoin à l'heure actuelle, j'impacte pas les générations futures, que ce soit au niveau des ressources planétaires ou de la société au sens large? Cette évolution des mentalités, elle se retranscrit dans ce à quoi les entreprises sont soumises. Dans les années, fin des années 90, on avait des normes internationales sur la RSE. C'est-à-dire que si on voulait mettre en avant des efforts qu'on faisait, on avait des échelles sur lesquelles on pouvait se baser. Depuis les années 2010, on a des lois locales qui ont commencé à émerger. Donc, par exemple, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie ont mis en place des taxes plastiques. En France, on a une obligation de faire des bilans carbone. Et depuis 2015, on a même des lois internationales. Donc là, par exemple, l'Europe s'est aussi emparée du sujet et impose aux entreprises de justement reporter sur comment est-ce qu'elles créent de la valeur et pas seulement du profit. Que du profit. Donc le lien entre tout ça, c'est que... En fait, on voit que notre industrie et notre supply chain a évolué, mais pas forcément les outils. Donc on a besoin clairement aujourd'hui d'outils qui sont surtout agiles et résilients face aux chocs et variabilité. Tout à fait. Et donc là, on s'est arrêté quand même aux années 79. Rassure-moi, il y a un nouvel outil qui est sorti qui peut répondre un peu plus raison. C'est le sujet de notre atelier. En fait, aujourd'hui, on va vous parler de DDMRP. Alors, DDMRP, Demand Driven Master Resource Planning. Donc, c'est la planification pilotée par la demande. Et c'est vraiment une approche innovante. Ça apparaît en 2010, mais les premiers outils certifiés, ça date de 2011. Donc, c'est vraiment quelque chose de récent. Alors, qu'est-ce que c'est que le DMRP? Donc, le DMRP, ça a été une méthode qui va consister à découpler l'offre et la demande. On va voir comment. Mais il faut savoir que le DMRP, ce n'est pas une méthode qui est née from scratch ou à partir de zéro, mais c'est plutôt une alliance entre best practice de tout ce qui existait avant. Donc, on va s'appuyer notamment sur quelques concepts de Lean Manufacturing, Six Sigma, théorie de contrainte, mais tout ça piloté par des points d'innovation qui sont propres au DDMRP. Donc, si je m'abuse, il y a 5 piliers que tu vas nous présenter. Exactement. Donc, 5 piliers. Alors, le premier, c'est vraiment pour positionner le stock. Ces deux niveaux-là, ou ces deux piliers, pardon, c'est pour protéger la chaîne d'approvisionnement. Et ça va être le fonctionnement de DDMRP. OK. Voilà. Donc, dans la suite de la démonstration, on va vous montrer les 5 piliers. Chaque démarche DDMRP ou outil DDMRP doit présenter ces 5 piliers. C'est quelque chose c'est du standard de la démarche. Ce n'est pas nous qui avons inventé les 5 piliers pour notre présentation. Donc le premier point, c'est vraiment le point de découplage. Le point de découplage, c'est on va positionner un stock stratégique dans un endroit précis de la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire on ne va pas déployer des DMRP dans toute la chaîne, c'est-à-dire sur toutes les matières et les semi-finis, etc. On va plutôt identifier des produits qui présentent pour nous des criticité. On va voir ensemble quelques exemples. Alors ça peut être sur un process produit, mais ça peut être aussi dans la distribution. Donc on peut voir un petit peu plus ce concept. Donc le premier critère, ça peut être des produits critiques, des composants critiques qui peuvent présenter par exemple des délais d'approvisionnement longs. On avait avec le Covid les composants électroniques. Ça peut être aussi sur des produits finis à forte réactivité où le délai de livraison client est très court par rapport au lead time du produit ou des fabrications, plus l'approvisionnement. Ça peut être aussi, vous avez des semi-finis, soit qui présentent un semi-fini qui est commun à d'autres produits ou un semi-fini qui pose un problème au niveau d'une machine, donc un goulot d'étranglement, notamment à titre d'exemple. Ça peut être aussi, de façon générale, des DMRP, on va le déployer dans les points critiques qui nous génèrent du surstock ou du rupture de stock. Le DMRP, il est là, on le met sur les points critiques. Ça, c'est le principe de la théorie du contrat. Donc, il peut être sur le flux produit, ça peut être aussi sur un distribution réseau, vous déployez des DMRP sur le stock régional et puis un centre national qui fait de la distribution de produits. Alors, le deuxième pilier, c'est les niveaux de stock. Il faut savoir qu'au départ, on a parlé de le positionnement d'un stock. En fait, ce n'est pas un stock, c'est 3 niveaux de stock. C'est un peu le concept de ligne. On va voir la zone rouge, jaune et verte. Chaque zone est calculée sur la base d'un modèle mathématique. Alors, rien de très complexe, mais on intègre généralement la consommation moyenne quotidienne, le lead time, la variabilité et aussi les quantités économiques.
Donc c'est ces 4 facteurs qui déterminent, les 3 valeurs de stock. Alors il faut savoir, à partir du moment où on a mis un stock, le lendemain il peut être obsolète. D'où la nécessité que ce stock doit être ce niveau de stock doit être mis à jour quotidiennement. Alors dans des démarches du DMRP, on peut s'autoriser à une semaine maximum de décalage, mais pas au-delà. Okay, donc on en revient à la notion d'agile que tu présentais tout à l'heure. Exactement. Alors ça, je présente ici un exemple de calcul dans D365, mais ce qu'il faut savoir, on va aller dans l'étape 4 du flux. Cette partie-là, c'est propre des DMRP. Alors, la pièce maîtresse dans cette schéma, c'est le flux NetFlow. Comment il fonctionne? C'est que le système va calculer cette valeur. Alors, pour calculer le flux net, c'est vraiment le stock que vous avez aujourd'hui plus les appros, moins la demande qualifiée. Alors, la demande qualifiée, c'est un peu particulier dans des DMRP. C'est pas les commandes fermes, c'est les commandes non satisfaites, plus la commande d'aujourd'hui, plus les commandes pic. Par exemple, cette commande est dans le futur, on ne la prend pas. On prend que les commandes pic. Les commandes pic, c'est les commandes qui risquent de mettre en rupture notre niveau de stock. Alors, une fois qu'on a calculé notre NetFlow, ce qui va se passer, c'est que dans le système, on va avoir les 3 niveaux de stock. Ça, c'est notre zone optimale de fonctionnement. Avec plaisir. Je vous la disque. Pas de problème. Bienvenue à tous. Dès que le NetFlow en fait, il va rentrer dans la zone jaune, le système va déclencher un ordre d'approvisionnement, que ce soit de l'approvisionnement ou de la production. Alors, l'ordre qui va être généré, c'est l'écart entre cette zone-là et le stock optimal. Il faut savoir que ce stock correspond au stock qui va servir à l'entreprise le temps que l'approvisionnement arrive à l'entreprise. Donc, généralement, c'est le lead time multiplié par la consommation moyenne. Il faut savoir après que de DMRP, on va prioriser tous les ordres. Donc chaque ordre qui va être généré, ce sera la valeur du NetFlow qui va être divisée par la quantité maximum, ce qui va nous permettre de prioriser chaque ordre qui va être généré par DMRP. Juste pour qu'on soit clair, un ordre, ça ne correspond pas à un produit. C'est une proposition d'approvisionnement ou de fabrication. Ok. Ouais, tu nous as montré la farce un peu immergée de l'iceberg. C'est quand même ça le résultat, non? Exactement. Alors tout ce que j'ai expliqué précédemment, on peut l'oublier parce que c'était juste pour vous expliquer le mode de fonctionnement des DMRP. Un planificateur ne voit pas tout ça. Parce que tout ça, on peut le batcher et ça va tourner de façon transparente. Lui, ce qu'il va voir, c'est les 3 niveaux de stock et les fluctuations des flux nets et la génération des ordres. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la différence majeure par rapport à une RP classique, une RP classique, vous allez avoir une liste d'ordres de prévisionnement avec des messages d'action. Il faut retarder, il faut avancer, il faut imaginer, vous êtes avec une centaine d'ordres, c'est compliqué dessus. Là, c'est visuel. À chaque instant T, vous savez où vous vous retrouvez et vous avez l'historique et vous avez les codes couleurs pour savoir la priorité. La priorité, ce n'est pas quelque chose de si simple dans la planification. C'est vraiment un débat. Dans le DMRP, c'est un débat qui est un peu clou parce que le pourcentage vous donne directement la priorité de l'ordre. Donc, c'est un peu les 5 piliers, la méthodologie. J'imagine du coup, Caroline, qu'on peut quand même valoriser l'impact des DMRP dans une entreprise. Tout à fait. On l'a vu en introduction, aujourd'hui on parle de value driven dans les entreprises. Comment est-ce qu'on valorise ça? Alors j'ai mis en avant 4 points, mais ils ne sont pas exhaustifs. Le premier, c'est que mettre en place le DMRP, ça va avoir un impact positif sur votre empreinte carbone. Je m'explique, si on anticipe correctement nos stocks, on aura moins de transports d'urgence, qui généralement c'est des camions qui sont plus ou moins à vide, et du coup je vais économiser des émissions de gaz à effet de serre sur ces transports-là. Donc un premier effet positif. Le deuxième, c'est que je vais gagner en efficacité énergétique de manière globale, parce que je vais avoir un entrepôt qui est parfaitement à la taille, par exemple, de mon stock, donc je ne vais pas payer en plus de l'électricité. De la même manière, je vais utiliser mes ressources de manière optimale et éviter les déchets. Je vous ai présenté en introduction, la responsabilité sociétale des entreprises, ce n'est pas que l'environnement, c'est aussi des aspects sociaux. Si mon entreprise arrive à organiser correctement ses gestions de stock, généralement il y aura moins de coûts de stress pour mes équipes, donc ce qui va forcément impacter positivement le bien-être de mes collaborateurs. Je vais être également en capacité de mieux organiser leur planning et du coup d'éviter d'avoir la vie pro qui prend le dessus sur la vie perso, c'est quand même pas l'objectif. Et enfin, je vous en ai parlé aussi en introduction, on voit que les normes et les lois RSE, elles s'amplifient sur l'ensemble de la surface du globe.
Et le sujet, pour ceux qui sont formés, c'est vraiment des questions d'auditabilité et de transparence. Avec le DDMRP, je sais exactement quel stock doit être passé quand. Et du coup, quand mes auditeurs viennent un peu voir l'impact que ça a eu sur, par exemple, ces 3 KPI-là, ils ont vraiment une donnée tangible sur laquelle se baser pour valider mes efforts et du coup impacter l'ensemble de ma chaîne de valeur. Avant qu'on passe à la slide suivante, je crois que tu as une petite question pour notre auditoire. Exact. J'aimerais bien savoir si dans notre public, si des personnes utilisent Dynamics dans le quotidien. Ouais. Va très également. Bien. Alors, en fait, j'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que effectivement, tout ce qu'on a discuté, c'est intégré dans D365, certifié, parce que DDMRP est certifié par l'Institut de normalisation, donc Demand Driven Institute. Et en fait, il n'y avait pas besoin de licences supplémentaires pour le déployer. Donc, si vous utilisez le moteur de planification classique, le DDMRP, c'est plus une démarche à déployer qu'un coût de licence supplémentaire à prévoir. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, exactement. Alors, démo. Alors, pour vous inspirer, en fait, j'ai déroulé un démo dans notre outil D365. Alors, vous pouvez imaginer, c'est une société qui fabrique des filtres, qui peut par exemple avoir un produit qui a un lead time important, et on souhaite réduire le délai de production. Donc, on va effectivement réduire de 21 à 3 jours. Et surtout, augmenter notre taux de service parce que le produit il va être disponible sur un stock, mais surtout ce stock il va être piloté par la demande. Ce n'est pas les prévisions qui vont lancer l'ARIA Pro, c'est vraiment la demande qui va piloter notre stock. Et ce qui fait que le stock va suivre les besoins vraiment de nos clients. Donc, go. Très bon la démo. Donc, on avait dit les 5 piliers des DMRP. Donc, ce qu'on va essayer de voir ici, ensemble. Donc la première étape, ça va consister à positionner le DMRP. Donc là, on va mettre sur notre produit fini, on va positionner un point de découplage. On va faire également la même chose pour notre sommet fini. Et pas sur la matière, parce que c'est le délai d'approvisionnement, il y a un jour. Donc, on lance les calculs de délai découplé, ça ne fait qu'une fois, sauf s'il y a des changements sur la nomenclature ou la gamme de production. Donc le système va nous calculer les délais découplés pour chaque article, qui va être différent de lead time. Parce qu'une fois qu'on a déposé un point de découplage sur le semi-fini, le semi-fini devient plus visible, il n'est plus visible dans le lead time du produit fini. Donc ça c'est important. Alors une fois qu'on a positionner notre DDMRP, on va pouvoir maintenant calculer les valeurs différentes buffers, donc les niveaux de stock. Alors, au départ, quand on est dans une petite démarche, on peut passer par une étape intermédiaire qui permette de valider les données, sinon on peut complètement batcher le traitement. Donc généralement, on le lance une fois par jour. Donc ça, c'est une fois que c'est lancé, on oublie. Alors, une fois les calculs ont tourné, ce que ça va nous générer, en fait, le système va nous calculer les différentes valeurs de stock. Donc notamment la valeur maximum, la valeur minimum et notre flux net. Donc là, si on fait un petit calcul simple par rapport à notre démarche qu'on a expliquée tout à l'heure, donc normalement l'ordre qui doit être généré par le système, parce que là on est dans la zone jaune, donc on est en REA Pro, c'est la quantité maximum moins notre flux net, une petite opération simple. Et ensuite on check la commande planifiée générée par le système. Donc là, on voit que le système nous propose un ordre. Il faut savoir que cet ordre est priorisé. Dans la vraie vie, vous allez avoir ici une centaine d'ordres. Et chaque ordre, il va avoir un pourcentage. Et ça, c'est pour le planificateur, encore une fois, c'est une facilité. Plus la partie couleur de stock pour se situer à quel niveau de stock je suis actuellement. Donc voilà, donc le calcul de la partie priorité qui est le flux net sur le stock optimal. Pour préciser, le calcul que tu fais, c'est pour montrer que c'est vraiment pour montrer que les bons calculs par rapport aux démarches qu'on a. Exactement. On aurait pu le retirer. Alors pour aller un peu plus dans le détail, je vous montre ici les différentes valeurs du buffer qui sont calculées avec le batch. Donc ça c'est transparent, mais si on veut y aller pour modifier ou voir les calculs, on peut y aller. Et on voit ici les 3 niveaux de stock. Donc normalement le planificateur, c'est ce qu'il voit, c'est ces 3 niveaux de stock là et le positionnement des nodes flow par rapport à son état actuel. Donc voilà. Après, la dernière étape de DMRP, c'est qu'il faut soit il y a de la collaboration dans le DMRP, donc il faut qu'il y ait un espace de collaboration où toutes les données sont centralisées, notamment via le dashboard qu'on utilise dans les 365. Vous avez des vignettes qui vous amènent en fait dans les points
de consultation qui nous intéressent directement. Par exemple, juste voir les ordres que je dois approvisionner, hop, je vois la liste des ordres qui sont générés. Donc voilà pour la petite démo, c'est un peu technique, mais c'est juste pour illustrer en fait que le D365 gère bien le DDMRP et c'est certifié et ça va apporter. Pour moi, je pense on doit y aller dans cette démarche-là parce que ça apporte beaucoup de valeur pour l'entreprise en termes de stock en général. Merci pour la démo, je pense que c'est plus tangible que ce que tu nous montrais tout à l'heure. Et moi j'ai une question pour toi, Apolline. Ouais. Bah, nous, on a fait une petite démo dans D365, mais je sais que l'écosystème de Microsoft il est intégré et j'imagine tous les données dans D365 sont dans la même base de données. Donc derrière, on pourrait capitaliser, j'imagine, pour la valorisation et ce. Ouais, alors en effet, chez Microsoft, ils ont quand même des outils pour tout, ça on le sait, et notamment pour justement suivre les démarches RSE. On l'a vu aujourd'hui, c'est un vrai enjeu par rapport aux nouvelles lois, aux nouvelles normes. Donc il y a un outil qui est dédié qui s'appelle Microsoft Sustainability Manager. Cet outil-là, il est connecté nativement avec l'ERP. Donc ça, c'est quand même pertinent parce que du coup, je n'ai pas besoin de faire des calculs dans tous les sens. J'aurai ma donnée que tu as mis dans le DDMRP, dans l'ERP qui va remonter. Je pourrais suivre mes KPI comme celui qu'on a vu, l'empreinte carbone, l'énergie, le bien-être de mes collaborateurs. Ça, c'est un outil dédié, mais on a des outils qui sont aussi plus agnostiques. On a fait un atelier juste avant avec Enzo sur ce sujet-là, qui est par exemple Microsoft Fabric, donc qui est un outil de reporting plus global, pas forcément dédié à la RSE, mais qui de la même manière peut être connecté avec mon ERP et du coup, pareil, faire remonter ma donnée pour que je puisse piloter et valoriser tout ça auprès de l'ensemble de mes parties prenantes. Je pense qu'on a fait un bon tour un peu explicatif de qu'est-ce que le DDMRP, comment ça peut impacter positivement la chaîne de valeur et du coup en rebond nos politiques RSE. Est-ce que tu as des retours d'entreprises ? Effectivement, on a pas mal de retours d'entreprises. Alors moi, je vous recommande d'aller dans le site Demand Driven Institute. Il y a plusieurs cas d'études qui sont réalisés sur des entreprises qui ont déployé des DMRP. Mais en tout cas, les résultats des DMRP sont impressionnants. Généralement, on est sur des taux de service très très élevés, au-delà de 97%, avec des réductions de stock. Et surtout des DMRP, c'est un outil facile et intuitif par rapport aux MRP classiques. On est des codes couleurs et des pourcentages et vraiment visuels. Donc, il y a aussi, juste citer pour vous deux commentaires des groupes très connus, Michelin et ArcelorMittal, qui ont déployé des DMRP. Ils racontent leur histoire dans le Demand Driven Institute. Donc là, on voit qu'ils ont atteint un taux de service de 98%, tout en réduisant le stock. C'est quand même génial. Impactant. C'est quand même génial. C'est motivant. En rebond, du coup, on l'a vu, hein, ça a plein d'impacts sur la RSE. Et pourquoi c'est bien d'avoir un impact positif sur sa RSE ? Il y a une étude qui a prouvé que 79% des clients, alors n'importe quel client dans n'importe quelle industrie, allaient plutôt choisir une entreprise A que B si elle était plus intensément investie dans des efforts en termes d'RSE. Je pense que nous, demain, on va acheter un t-shirt, si on peut se le permettre. On va essayer d'aller dans la petite boutique en bas de chez nous plutôt que chez Chine parce qu'on est peut-être plus en accord avec ses valeurs. De la même manière, l'étude a prouvé que 90% des employés se disaient plus prêts à rester ou à rejoindre une entreprise si elle mettait vraiment en place des actions concrètes de RSE. Donc ça a un impact sur l'attraction et la rétention des talents. Et forcément, du coup, on voit bien que ces deux paramètres, à terme, vont avoir un impact sur notre chiffre financier. Parce que si on perd 119% de nos clients et 90% de nos employés, on ne va pas aller très loin. Donc là, je pense qu'on a vraiment fait la boucle. Impact positif sur la supply, impact positif sur la RSE et du coup, en rebond, impact positif sur notre chiffre financier parce que meilleure gestion des coûts et la RSE également. On voulait vous remercier tous pour votre participation. J'espère qu'on a un peu démystifié le sujet qui est dense pas simple, mais on a et fait nouveau. notre mieux. Peut-être le mot de la fin, Moustapha, si tu avais 2 recommandations. Ouais, en fait, ce que je veux dire pour les... nous, on accompagne nos clients pour le déploiement en général du ERP, mais pour les entreprises qui ont déjà Dynamics D365, il faut savoir que ça coûte pas plus en termes de licence. Du coup, l'idée, c'est qu'on commence généralement par un projet pilote sur des produits qui sont critiques. Et normalement, on a des résultats approbants et ensuite, on généralise la démarche. Après, sinon, pour les entreprises qui sont généralement en réflexion, on recommande quand même qu'ils intègrent des outils qui prennent dès le départ l'intégration de nouvelles méthodes de planification des DMRP.